Dans ce cas, il faut prier et dire plus mal. Voilà. Il n'y a aucun remède. Peut-être les nouveaux antiagrégants plaquettaires et des nouveaux produits. Il est sous IPP, donc. Ah, bien sûr. Là, on a l'effet sur. Ah oui. Il est sous IPP à forte dose et on a arrêté l'aspirine. Il n'y a que du plasma. Voilà, donc il y a un risque. Donc il y a un risque qu'il soit moins voilà, protégé ou ça. pas protégé. Voilà, moins protégé, peu protégé ou pas protégé. C'est ça la difficulté dans la case totalement. Ce qui me dérange dans cette démarche, c'est un raisonnement assez simple et simpliste. C'est que quand on nous appelle aux urgences, un malade qui saigne, et justement, hémorragie digestive haute, il est sous antiagrégant plaquettaire, sous propylène. Ce qui me dérange dans toute l'affaire, c'est que le patient risque de décéder sans jamais savoir comment il est décédé. D'accord, par une hémorragie digestive, mais je ne sais pas si je devais impliquer le chirurgien ou pas, comme disait Dr Laprave tout à l'heure. C'est peut-être un raisonnement ancien, mais on y tient toujours. Si c'est la phase postérieure, moi je voudrais bien impliquer le chirurgien, admettre ce patient au bloc opératoire, le transfuser en pré immédiat et faire un geste curatif sur la phase postérieure, sur l'artère gastro-duodénale, c'est ça. Donc maintenant, quand il s'agit d'une phase antérieure sur laquelle le chirurgien, à la limite, ne pourra rien faire, je voudrais bien être assisté par un endoscopiste sur place pour faire une injection, une sclérose dans l'immédiat ou une ligature s'il s'agit de VO. On va être d'accord tout de suite. C'est qu'il faut avoir rapidement une hémostase. Le meilleur moyen, c'est l'endoscopie parce que c'est pas moins agressif que la chirurgie. C'est un malade qui est sous double antiagrégant plaquettaire. La phase postérieure, c'est pas rare. C'est exception, mais c'est pas rare. Donc il y a des malades qui nécessitent une hémostase chirurgicale, même un Forest face antérieure. C'est pas la face postérieure qui est un facteur de mauvais pronostic. Il y a la taille, le Forest et tout ça. Ce qui est important, c'est qu'il faut réfléchir à une hémostase. Faire une endoscopie rapidement, c'est 24 heures. Et surveiller le malade. Et faire une hémostase endoscopie qui est simple à faire. Quand on peut, quand on a les moyens, on a de l'arsenal, voilà. Des injections, on verra des clips, l'essentiel, c'est que quand tu as une lésion qui saigne, il faut faire des hémostases. Si on peut faire des hémostases, c'est bon. Sinon, il faut passer la main au chirurgien, même si ce n'est pas une phase postérieure. Il faut voir l'hémostase. Ça va jamais ça va s'arrêter pourcentage. 80% c'est la spontanée, 20% en continuation. Donc, quand on fait l'hémostase, c'est bon. Sinon, on ne le fait pas. C'est soit la chirurgie, soit la radiologie, l'embolisée. Bon, il faut arrêter les images. Il n'est pas un peu de chirurgien d'anglais. Ça dépend des moyens. Il y a l'endoscopiste prêt, est-ce qu'il y a une carte d'endoscopiste. Mais c'est vrai que ça, c'est le biais des guidelines. Ça, des guidelines américains, ils ont 20 endoscopistes, ils ont. Voilà, donc c'est pas adapté à notre pratique quotidienne. Est-ce qu'il y a des questions par rapport au management de l'arrêt? Oui. Si on a vraiment à choisir entre, je pose la question sur les si on a vraiment à choisir entre l'hémorragie et la thrombose. C'est pas à nous de choisir. C'est comme si tu me demandais de mourir. Parce qu'en fait, si tu vas là, Choléra ou la peste, donc mourir. Tu parles de quel cas? Parce que là, moi, le message que j'ai à passer, il faut utiliser ces scores. Il ne faut pas dire hémateur, lui, il est être humain, c'est comme nous, hein, c'est pas parce qu'il y a un hémateur qui va résoudre tout. Donc on doit une réponse, on doit discuter. J'ai un malade qui est rassurant, donc je maintiens les antiagrégants plaquettaires. J'ai un malade qui n'est pas rassurant, je dois mettre une table, chirurgien, endoscopiste. Qu'est-ce qu'on fait pour ce malade? C'est ça, c'est pas le réhémateur qui doit arrêter ou pas. Il dit moi, un mec, c'est pas responsable. Mais on a toujours cette discussion. Non, mais non. Lui, il a peur de la thrombose et nous, on a peur de l'hémorragie. Là, Et mais avec le cardiologue aussi, donc ça se passe. l'essentiel, oui, il faut avoir peur, c'est l'intérêt de cette question, mais il faut stratifier les malades. Est-ce qu'un malade à faible risque, à fort risque? S'il est à fort risque thrombogène et hémorragique, alors personne ne peut résoudre cette question sur Terre. Mais si un malade qui est rassurant, score inférieur à 5, j'ai fait mon endoscopie Forest 3, petite ulcère de 2 mm, d'hémoglobine à 14, là je maintiens les antiagrégants plaquettaires. C'est ça la valeur ajoutée du gastro-entère. Alors dire, moi je vous rassure, les lésions que j'ai n'est pas grave. Et participer à la décision. Mais si tu dis réhémateur, peut-être qu'il va prendre la mauvaise décision.
il dit on arrête les antiagrégants? Non, parce qu'il n'a pas reçu le bon message. Le bon message, c'est dire j'ai un malade stable, j'ai une endoscopie qui est rassurante, je propose de ne pas arrêter l'antiagrégant. J'ai par contre des lésions actives que je n'ai pas pu résoudre en endoscopie, que le chirurgien ne peut pas opérer parce que voilà. Qu'est-ce que vous proposez? Ça, c'est le malade difficile. Mais les autres, parce qu'on n'a pas assez de recul. Thrombose du stent. Parce que c'est un stent qui vient d'être posé. Il y a un risque de thrombose du stent. Là, il parle d'un rocal supérieur à 5, c'est un risque hémorragique. Risque hémorragique. On ne parle pas de stent. Mais c'est un standard qui est récemment posé. Récemment posé. Donc si on arrête les doubles intégrales, il va probablement thromboser sans stent. Donc il peut pas garder l'aspirine, arrêter. Parce que l'aspirine, voilà, parce qu'on n'a pas assez d'études pour le Plavix. On a assez d'études pour l'aspirine. Mais le Plavix, on ne sait pas comment les malades vont. On ne sait pas. On fait des similitudes, mais à l'antiagrégant, 5 jours, 10 jours. Majeur cardiaque. Parce que finalement, les gens ciblent plus sur le clopidogrel que sur le Oui, effectivement. Effectivement. Mais il n'y a pas assez de recul des études pour recommander l'arrêt du Plavix Volvo. C'est ce que j'ai compris. Ça difficile. La musique est facile. Là, c'est la même chose, mais c'est plus simple. J'ai un malade qui est sous-aspiré. Et là, c'est un risque majeur d'hémorragie, faible haut risque. Là, on va hiérarchiser après selon ces malades à un faible risque ou haut risque thromboembolique. S'il a un faible risque, il faut continuer l'antiagrégant plaquettaire, pas de problème. S'il a un haut risque thromboembolique, là aussi, on peut continuer. Mais le problème, c'est ça, c'est avec le clopidogrel. Si le malade a un faible risque, il faut discontinuer. Il a un haut risque hémorragique, là, on peut arrêter parce qu'il a un faible risque thromboembolique. Si par contre, il a un haut risque hémorragique et un haut risque thromboembolique, il faut considérer, réfléchir à arrêter le Plavix. Et pas l'arrêter. Mais là, c'est vraiment difficile. Si on peut arrêter pendant 7 jours, ça c'est l'idéal. Mais pendant les 7 jours, le malade n'est pas protégé, donc il peut mourir d'une thrombose du stent. Le malade, il est sur clopidogrel. Il a un risque élevé de d'hémorragie digestive, c'est ça. S'il a un faible risque thromboembolique, on peut arrêter le Plavix. S'il a un haut risque thromboembolique, il faut penser à arrêter le Plavix. Pas l'arrêter, mais réfléchir. Et si on l'arrête, c'est 7 à 10 jours. Si on l'arrête, c'est 7 à 10 jours. Si on l'arrête, le malade n'est pas protégé pendant 7 jours. Donc, il y a le cas le plus difficile qui est en bas. Au casse-tête, où personne ne peut prendre une décision. Et voilà. Donc voilà, quelques clips. Donc là, c'est le réanimateur. Voilà, une face antérieure. Hein. Face antérieure, il y a un vaisseau visible, il y a la totale. Là, on voit bien un vaisseau visible ici. Vous voyez le petit étang qui sort, là, ça c'est un vaisseau visible. Donc là, obligé d'agir. Voilà, clip, bon, ça c'est voilà, c'est la difficulté de mettre en des clips pour les hauts des bulbes, toujours ce problème. Donc, on va avoir l'équipe habituée, le malade anesthésique, ne doit pas trop bouger, l'aide qui est habitué, l'opérateur qui est un peu habitué, voilà, mettre les clips. Il ne faut pas avoir peur à mettre plusieurs clips, même s'il reste un petit saignement, ce n'est pas un échec. Un petit saignement, il peut s'arrêter après. Là à droite, il y a un très beau vaisseau visible aussi, vous voyez là. Ça aussi, c'est face antérieure. Donc face antérieure, face postérieure, c'est un peu très chirurgical comme. Donc là, il faut mettre toujours un moyen de démonstration mécanique, c'est-à-dire clip, et l'aiguille va passer un cap. Quand il y a un saignement, ça arrête le saignement.
C'est très facile à faire, une aiguille, de l'adrénaline, une ampoule d'1 milligramme qu'il faut mélanger avec 9 ml de sérum. On a le sérum adrénaliné 1 pour 10 000 et on peut injecter autant que l'on veut de sérum adrénaliné. Quand ça saigne activement, on injecte au milieu de l'ulcère. Quand ça saigne très peu, en périphérie, à avoir un blanchiment de la muqueuse, comme c'est le cas ici. Donc, l'hémostase endoscopique, bien sûr, si ces malades-là, elle est très conseillée. Voilà, donc ça c'est meilleur. Voilà, là aussi, vous voyez, on se répète parce qu'il y a plusieurs guidelines. Ça c'est 2012. Vous voyez toujours stratification des malades en faible et haut risque, hémorragique et thromboembolique, toujours. Et on fait voilà. Si le malade est à faible risque hémorragique, faible risque thrombotique, la question c'est pas d'IPP. Parce qu'il a un faible risque hémorragique, faible risque thromboembolique, on met les doubles antiagrégants plaquettaires. Par contre, s'il a un haut risque thromboembolique, ils nous ont dit déconseiller des IPP. Parce qu'on va nuire à l'efficacité du clopidogrel, du Plavix. Vous voyez, avoid IPP. Donc, à dose, pour augmenter les doses de clopidogrel, et pensez au nouveau antiagrégant plaquettaire. Je ne sais pas s'ils ne sont pas encore commercialisés, mais ils existent. Par contre, s'il a un haut risque hémorragique et faible risque thromboembolique, il faut mettre les IPP et double antiagrégant plaquettaire. Là, on met le double antiagrégant plaquettaire, même s'il a un haut risque hémorragique. Mais on le protège par les IPP. La dernière case, on a discuté, c'est difficile à prendre des décisions. Donc ça va être au cas par cas. Maintenant, pour les malades sous haut risque hémorragique thrombosique, arrête l'AVK pour les endoscopistes, pour l'hémorragie, pour toute endoscopie. On peut arrêter l'AVK avant l'endoscopie, proposer un bridge. Ça, c'est des AVK. Mettez ici pour la question directe. Il ne faut pas switcher entre antiagrégants et parine et tout ça. Par contre, on peut switcher l'AVK à l'HBPM, ça c'est sûr. Pour faire les gestes d'endoscopie, polypectomie, mucosectomie. Reprendre l'AVK après l'endoscopie. Si l'endoscopie se dit comme un acte n'était pas hémorragique, tout ça, on peut reprendre le même jour l'AVK. Reprendre l'HBPM, la chaîne que possible et continuer voilà, jusqu'à l'INRC, bien sûr. Donc l'algorithme, on l'a vu, on ne va pas le reprendre, c'est la même chose. La question, voilà, cet algorithme, voilà, management des ulcères non compliqués. La question, donc, malade qui a un ulcère, et je veux mettre sous antiagrégant plaquettaire, quoi faire? Donc j'ai un ulcère qui est non compliqué, vous avez un ulcère en endoscopie, et le cardiologue vous dit, je veux mettre, oui, vous pouvez mettre l'antiagrégant plaquettaire, et quelques conditions. On verra comment. Donc voilà. Là aussi, il faut chercher s'il y a des facteurs de risque. Est-ce que c'est important de mettre l'antiagrégant plaquettaire? Si oui, on maintient les antiagrégants, mettre les IPP. Et surtout, éliminer les facteurs de risque d'ulcère. Donc notamment l'hélicobactère pylori, anti-inflammatoire. Si un malade chez qui vous allez commencer les AINS en général, il faut d'abord chercher HP et l'éradiquer avant l'introduction des ANS. Parce qu'après, ça ne sert pas à grand-chose. Il faut d'abord éradiquer et commencer si on peut. S'il n'y a pas de facteur de risque, là, il faut conseiller le malade de ne pas fumer, tout ça pour éviter. Après, ça ne sert pas à grand-chose. Les études ont montré que un malade, le rhumatologue vous appelle. Je vous dis que vous avez un ulcère et je veux mettre mon malade sous ANS sur l'encours. Il a un risque de complications. Le malade, il a un ulcère, donc il a probablement la cause d'ulcère, l'hélicobactère pylori. Et en plus, on va ajouter une autre cause d'ulcère qui est l'ANS. Donc le malade, il a augmenté ce risque de complications. Ce malade-là, si on a le temps, comme le maladie rhumatisable, de différer l'introduction des ANS, il faut chercher HP. S'il est positif, l'éradiquer. Et après commencer les ANS. Parce que les études ont montré que si tu éradiques après la prescription d'ANS, le malade n'est pas protégé. Donc c'est avant. Mais ce n'est pas les maladies urgentes, ça c'est pas le cas. Ça c'est une parenthèse. D'accord? Je réfléchis. Non, un malade qui est sous AINS. Sous AINS, c'est trop tard. Pour dire l'éradication d'HP, ça ne protège pas aussi efficacement. Il faut chercher. Là, mais c'est un peu trop tard. Il faut chercher, mais c'est un peu trop tard. Tu auras moins de pourcentage d'efficacité de protection.
Par contre, s'il est naïf d'ANS, naïf, il n'a jamais pris d'ANS, il vaut mieux éradiquer l'HP et introduire l'ANS, le malade est mieux protégé. Les ANS, bien sûr. Et je parle de la rhumatologie qui met des ANS. Même si on arrête, par exemple, les ANS certains temps et on éradique et puis on les reprend, ça reste la même chose. Avant, mais non. Vous savez, à partir dans une stratégie, vous allez mettre un médicament ulcérogène, les ANS, il faut éliminer l'autre facteur de risque des ulcères très important qui est l'hélicobactère. D'ailleurs, ça fait partie de l'éducation de la recherche. La recherche de l'hélicobactère, ces ANS au l'onco, il faut chercher et éradiquer l'hélicobactère avant la prescription. Vous connaissez les cardiologues pour calculer tout de suite online, je ne sais pas s'il y a Internet derrière, donc ce lien permet tout de suite de calculer le facteur de risque vasculaire de votre patient sur Internet. Là, j'ai calculé la dernière fois, j'ai un facteur de risque. L'âge, le sexe, le cholestérol, le tabagisme, la tension artérielle. Et il calcule le risque de mortalité par problème cardiaque sur 10 ans. Donc voilà. Si je suis avec cholestérol, HDL, je te calcule ça. Donc il faut garder franchement c'est bien devant un malade, évaluer le risque vasculaire online, directement. iPhone, quand tu as le malade, calculer le risque. Directement. Un des facteurs de risque. Génétique. Alors comment réduire le risque, on l'a vu, voilà. Je parle voilà, pour l'Helicobacter pylori, vous avez posé la question quel est le meilleur moyen. Réponse simple, tous les moyens sont bons. Après, reste la question, est-ce que ce malade va être endoscopé? C'est normal, il faut faire des biopsies. S'il ne va pas être endoscopé, c'est le moyen de diagnostic non-invasif, tout est bon. Tout est bon. Sérologie. Sauf que la sérologie, vous le savez, garde des cicatrices vaccinées, comme un vaccin. C'est-à-dire que le HP est éradiqué, vous faites la sérologie 3 mois, ça sera un faux positif. Parce que les anticorps descendent après 6 mois. Mais sinon, pour faire ça, tous les moyens sont bons. Pour ne pas tomber dans la polémique, je teste respiratoire, je fais cal, je teste sel, je teste salivaire, les moyens, c'est chercher l'Helicobacter pylori et l'éradiquer et contrôler l'éradication. Le meilleur moyen de contrôle, c'est le test respiratoire, ça c'est clair. C'est bon? C'est mal, l'endoscopie, c'est biopsie, mais il ne faut pas contrôler en biopsie un malade. Donc en conclusion, je vous laisse conclure. Donc, prescription fréquente d'anti-agrégants plaquettaires anticoagulants, donc pour faire sortir les armes, on aura de plus en plus des malades. Il y a plus de catétéryseurs au Maroc, il y aura plus de prescriptions, et voilà, on aura plus de problèmes. Donc il faut bien évaluer le malade sur le plan hémorragique et sur le plan thrombotique. Toujours cet algorithme, faible risque, haut risque, faible risque, haut risque. Et voilà, ce sera plus simple à répondre à une question. J'arrête, je n'arrête pas. Et bien sûr, mesures de prévention, l'intérêt des IPP qu'il faut nuancer, ne pas dire que malade sous IPP les protéger. Alors ça c'est faux. Hein. S'il continue à fumer, s'il a l'Helicobacter pylori, si tout ça, il y a 1% de risque de saigner dans l'année. Donc sur des années, c'est un cumul, même s'il prend les IPP. Il y a des malades qui ont résistance primaire aux IPP, donc il y a beaucoup de problèmes. Il ne faut pas dire que l'IPP, oui, c'est un médicament bien efficace, mais ce n'est pas zéro risque sous IPP. Il faut toujours chercher les facteurs de risque hémorragique, toujours les chercher, les éliminer et traiter les malades. Voilà. Et bien sûr, voilà, ils font plusieurs études pour confirmer ce qu'on a dit. Ils voyaient bien qu'il y avait beaucoup d'algorithmes, qu'il y avait des contradictions. C'est ce qui montre qu'il y a une difficulté de répondre à cette question dans la vraie vie. Donc voilà, je vous remercie. S'il y a des questions, vous voyez des malades pour les ampoules, vous voyez des malades. C'est pas fréquent. L'hôpital, l'hôpital, voilà. Vous avez incisé? Non, c'est pas la des Où? Ça Et alors? c'est toujours la même discussion qu'on a eue tout à l'heure. On arrête, on arrête. Et vous avez eu des problèmes? Vous avez quand même eu des problèmes quand il y avait un arrêt? Oui. Décès? Je m'en rappelle deux cas de décès en cas d'arrêt.
problème réel. Pour parler de la vie de tous les jours, enfin, de la vie de tous les jours, mais non, rien que pour ce qui est de la pratique, de la maîtrise des moyens d'hémostase. Dans la mesure où on ne voit pas beaucoup de malades, il est difficile de se faire la main. Pour ce qui est de la pose des clips, pour ce qui est des injections d'hémostase, est-ce qu'il faut envoyer tous les malades à faire? Est-ce qu'il faut qu'il y ait un centre? Surtout pas. On est payé à 100 dirhams la garde la jour, donc si on nous envoie des hémorragies, ça ne va pas le faire. Non, pour l'hémostase endoscopique, franchement, pour les injections, on va parler là aussi score. C'est le niveau 1 en endoscopie interventionnelle. C'est le niveau 1, 2, 3. C'est niveau 1, c'est-à-dire que des choses qu'obligatoirement on doit faire. Si on n'a pas eu l'occasion de faire au cours de la formation, on peut revenir sur ça. Surtout pour les injections, franchement, c'est très simple. C'est comme pour la mycosectomie. On injecte, ça marche la première fois. On connaît les astuces tout seul après. Il y a un faible risque pour l'endoscope. Si l'aide fait sortir l'aiguille en dehors de l'endoscope, donc il y a faible risque pour l'endoscope. Pour les difficultés, c'est sûr, au bout du 10e malade, on peut maîtriser. Il y a toujours des difficultés partout. C'est l'ulcère face postérieure, on ne peut pas le voir pour l'injecter. Et pour les clips, il faut juste savoir les faire sortir, les faire maison. Franchement, c'est pas très difficile. Quand on ne fait pas ça, on a l'impression que c'est difficile. Mais c'est pas. On préfère que les médecins viennent chez nous. Franchement, non, je pose la question. On préfère que les médecins viennent. Par exemple, les médecins qui sont dans le privé à Meknes ou à Fès, est-ce qu'il y en a qui posent des clips ici, parmi les médecins qui sont présents? Vous savez, il n'y en a pas beaucoup, franchement. Les injections, oui, mais bon. La question n'est plus... pas la même facile. La question qui est importante, c'est qu'on doit y croire. C'est-à-dire que le chirurgien avec lequel tu travailles, le réanimateur, doit croire que si tu injectes l'ulcère, tu le traites. Parce que parfois, même si tu fais ça, le chirurgien est en train de trembler derrière, il peut opérer le malade parce que lui, il appartient à une école où il a vu opérer les ulcères hémorragiques. Il continue à avoir ça. C'est-à-dire qu'il y a un virage maintenant où beaucoup de choses se font en endoscopie interventionnelle. Et quand il va devoir injecter un ulcère, le saignement s'arrête, il va y croire et ça va devenir une demande. Enfin, même les injections, c'est pas un traitement radical, c'est un traitement. On traite que l'hémorragie. C'est ça, on traite l'hémorragie et puis ça peut récidiver après. C'est pas définitif. Même les chirurgiens peuvent avoir une récidive d'hémorragie. C'est pas comme la pose d'un clip avec un clip. Ah bien sûr, l'idéal c'est un traitement mécanique. C'est le clip. C'est plus. Voilà. Mais si on l'a pas, même avec la sérum adrénaline, ça marche. Et concernant on va discuter un peu de l'ulcère de la face postérieure. Je pense que ça saigne plus, mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur. L'ulcère de la face postérieure, je pense que la sclérothérapie endoscopique, ça marche et ça marche très bien. Et je pense qu'il ne faut pas voir l'ulcère de la face postérieure, appeler le chirurgien. Et il y a deux choses qui marchent très très bien, c'est l'injection du sérum adrénaliné et la probe, c'est très simple. La bica, vraiment, c'est un truc qui marche très bien et qu'on peut répéter et on peut sauver beaucoup de gens en endoscopie parce qu'aller opérer quelqu'un en hémorragie digestive qui est instable, c'est vraiment augmenter le risque. Parfois, dans des cas, mais je pense que c'est pas très fréquent, on peut passer la main au chirurgien, mais moi, je pense que dans la majorité des cas, endoscopiquement, on peut régler le problème d'une façon assez simple. Je suis d'accord. Le problème se pose quand il y a une récidive hémorragique. Là, il ne faut pas trop hésiter à passer la main au chirurgien. La récidive après hémostase endoscopique. Ça dépend aussi du stade de l'ulcère. Oui. Là, on parle quand il y a indication. Si quand il y a saignement actif. La face postérieure, elle entre en question quand il y a un échec de l'hémostase endoscopique. Franchement, quand il y a un échec, oui.
Là, dans ce cas, j'ai échoué. Mais si tu as un autre surface étroite, face antérieure, petit, je peux retenter une hémostase endoscopique. Mais lui, c'est la face postérieure, il est conseillé de ne pas retenter une deuxième hémostase endoscopique. C'est-à-dire la partie. Surtout la cystine. Allez, Je pose la question la pose des clips sur les hémorragiques. Faut-je parler d'un malade normal ou bien d'un malade dont vient de parler séminaire? Parce que, soyons francs, un patient de 80 ans qui est sous anticoagulant, qui vous fait une hémorragie, en secteur libéral, il faut avoir du courage pour prendre, quand vous avez par exemple 50% de taux de mortalité. L'inimmobilité clinique, à la vraie, c'est pas comme dans un CHU. Parce que même la famille l'accepte, le risque dans un CHU, mais elle l'accepte pas en secteur libéral. Le genre de malades, c'est des malades de CHU. Ou de l'hôpital. Ce n'est pas des malades de la clinique. Comme vous avez une chance sur deux de perdre votre malade, je crois qu'il faut savoir passer mal. Je comprends la difficulté du privé, mais quand même, il faut essayer. Parce que sinon, c'est faire de l'agonie. Rien faire, tiens, Pourquoi je parle quand il perd un malade? Je vais te répondre de façon intermédiaire. Il y a une horoscopie, donc quand il y a un ulcère, tu fais ce qu'il faut et tu transfères à l'hôpital. Alors, je dis que le transport, injecter, tu sais que le médatoile, on a des avis. Mais pas ne rien faire. C'est parce que sinon on va plus. Il y a faire le geste, d'être l'endoscopie, dans un cas sur 3, c'est une démonstration endoscopique. Et ce que je dis parce que. Pas sortir et envoyer le malade à l'hôpital. On n'a pas les mêmes contraintes. Il y a eu des morts dans des cliniques où les familles ont refusé d'évacuer, d'enterrer. Et il y a une faute médicale. Parce que c'est. D'ailleurs, il ne faut pas recevoir ces malades. Non, d'ailleurs, il y a des enseignants qui font le plein temps, ils savent ça. Il y a des malades, il y a des malades de la clinique, il y a des malades de l'hôpital. Ça, il faut être clair et net. C'est des hémorragies actives, c'est des situations qui sont anxiogènes. Difficile pour le malade, pour la famille. Et puis il faut avoir la main. Si c'est s'entraîner sur un malade, il faut avoir la main pour faire les choses. Là, on passe à celui qui a la main. Si je fais. C'est Amine. D'abord, il y a la non-assistance à personne en danger. Il faut aller là. Il faut savoir gérer la situation, parce que le temps de l'envoyer de Moukinès à Fès, par exemple, ou de l'envoyer de Fès au CHU, c'est 20 minutes, c'est 25 minutes. Parfois, ces 25 minutes sont catastrophiques pour la famille et pour le malade. Je crois qu'il faut faire le geste dans un premier temps et éventuellement transférer le malade. Sauf dans des cas assez particuliers où c'est un état de choc déjà arrivé dans la maladie. Le problème, c'est on n'a pas des cliniques qui sont équipées avec une colonne, des conditions. Donc, c'est pas concret. Par exemple, il y a plusieurs cliniques, plusieurs colonnes, il y a les anesthésistes qui sont disponibles. Une urgence, tu demandes aux anesthésistes, par exemple, moi j'ai